Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Ton Bolter, le podcast qui parle de Warhammer. Et pour m'accompagner là-dedans, je suis avec Sam. Ça va mon gars? Bah ça va et toi mon vieux goth? Bah ça va très très bien, ça fait longtemps qu'on Mais- voulait partager cette, Oh là là. cette passion là qu'on a. Il était temps. Il était temps, parce que on n'a pas uniquement la culture, la bière, le punk hardcore, le power metal, les copains et bien sûr la bonne rigolade. On adore aussi cet univers sombre et tellement vaste qu'est Warhammer 40 000. Allez, quel univers. Pour ceux qui nous découvrent, qui sont déjà familiers avec cet univers et qui se disent « Et allez, encore un podcast de lore qui va nous faire le détail de la vie de l'empereur, les différents chapitres Space Marine, etc. » Eh ben oui, on va Ouais, vous avez forcément totalement parler. raison. Mais ceci pour ensuite nous amener à nous poser des questions très importantes comme est-ce que de manger de la chair d'orque est ok pour un vegan? Est-ce que les taux sont communistes? Ou encore, est-ce facile d'avoir ses propres toilettes dans une cité ruche? Et le plus important. N'empêche que c'est une très bonne C'est question. une très très bonne question. Mais surtout, Gilliman et Belisarius, en couple ou pas en couple? Eh ben, c'est une question à laquelle on va essayer de répondre. Bref, vous l'aurez compris, le ton reste léger, mais toujours lore accurate. Comme le savent ceux qui nous suivent depuis notre première émission, dans Ton Culture, la vérification des sources et la précision des données, c'est notre truc, n'est-ce pas mon gars? Bah oui, bah j'espère bien, mais j'ai eu peur que tu dises exactement le contraire, que c'était pas du tout notre... C'était pas du tout la priorité, alors que si, complètement. Absolument. Mais présentons-nous succinctement vis-à-vis de cet univers. Sam, quand est-ce que tu es tombé dans Warhammer 40 000, si je puis dire? Alors tomber à proprement parler, bon bah comme beaucoup, faut bien que je l'admette, c'est J'ai envie le de dire, t'es presque tombé du ciel à travers les nuages. Hein. Ah mais complètement, et ouais. la face, la première sur l'asphalte, quoi. J'en ai perdu des dents et tout, quoi. Mais bah comme beaucoup, c'est le Covid qui m'a vraiment mis dedans. Hein. Je connaissais déjà d'avance parce que j'avais découvert déjà des vieilles vidéos de lore sur YouTube à l'époque. D'américains, je sais même plus comment ils s'appellent, des gars qui ont disparu depuis tout ça, quoi. Mais j'adorais déjà le lore, et j'avais été introduit, comme beaucoup aussi, par une fameuse boutique dans ma ville de naissance, Rennes, un Games Workshop, où un mec m'avait vendu des Space Marines, des Bikers Space Marines, avec de la peinture bleue et de la peinture rouge, et m'avait dit « Casse-toi de mon magasin maintenant !» Et j'en avais rien fait. Ah, ils sont toujours au top, hein. Ils sont Ah toujours ouais, au top, hein. Et toi, du coup, alors, ton baptême? Moi, mon baptême, il date d'il y a très longtemps, puisque j'ai eu la joie de commencer une armée d'Iron Warrior en 2001. Ah oui, effectivement. Il y a très 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 longtemps, hein, forcément, avec un pote au collège qui m'a Tu avais déjà de initié. la barbe en 2001. J'avais déjà de la barbe et plus de cheveux. et donc, j'ai quand même, à l'époque, accumulé une armée d'orques, de Black Templar, de Space Marine du Chaos. Et puis, j'ai complètement arrêté. Jusqu'à ce que... cette fameuse rechute de 2022, Aïe, 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 elle a où, fait tellement de où mal. tu m'as invité chez toi et tu m'as dit « Hey, tu veux une bière? Oh, regarde, j'ai acheté le set de base de Warhammer 40 000. Hey, ça dit qu'on fasse une petite partie ?» Et là, ça a été la rechute totale, tête la première. Là-dessus, j'achète une boîte de 10 Space Marine du Chaos et de fil en aiguille, nous voilà dans ce podcast. Autant te dire... Oh, le raccourci de l'année. Ah quoi. ouais, non mais là, c'est... Voilà, autant Ouais. te dire que tout est allé très 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 vite. Ouais. Et alors en plus on fait pas les choses à moitié parce que depuis il me semble que tu as accumulé 3 armées. 3 armées, effectivement. Toi, t'en as 4. Ouais. Ah la vache. Et toi t'as quoi donc déjà? Alors, moi, j'ai... donc, mon main, ça va être l'Adeptus Mechanicus. Ouais, t'as combien de qui est, points? 1290 points. J'en ai pas D'accord. tant que ça. Hein. J'aurais dit vachement plus. J'ai pas de grandes armées en fait au final, donc l'Adeptus Mechanicus, donc 1290 points, c'est mes favoris, j'adore les tentacules, voilà. Comme à tout un chacun. Bah voilà, Ouais, bien évidemment. sûr, Ensuite, l'armée avec laquelle j'avais commencé, parce que bah voilà, quoi, fallait bien commencer quelque part, c'est mon armée d'ultramarine, 1350 points. oui. Le Et- mouvement bleu marine. Hein. Oui, le mouvement mouvement bleu bleu, marine, bien voilà, sûr, on est d'accord. Et mes petits derniers, c'est les Gene Stealers, et j'ai... les Génovores. Les Génovores. Voilà. Oui, les Et Génovores. j'ai un peu plus de 900 points à l'heure actuelle. Voilà. D'accord. Ah ouais, donc t'es plutôt pas mal. Ça va. Mais toi, bon, je pense que tu vas venir poser tes grosses baloches. Non, c'est pas du tout mon genre. Non, pas du tout. Non, sobrement. Bon, j'ai 2400 points de Space Marine du Chaos dans la Légion des Iron Warriors, les meilleurs, les plus solides, les plus fiables. 1400 points de Thousand Sons et très récemment 900 points de World Eaters et enfin 1200 points de Tau.
Voilà. Voilà, je sais, pas très cohérent parce que bon, sinon on voit bien que j'adore les Space Marines du chaos. Mais Effectivement, ouais. voilà, mais les Tao, c'est, je sais pas, les robots géants, c'est fun aussi. Bah c'est fun, mais bon, ils ne t'ont pas offert beaucoup de succès. Pas encore, mais ça va Pas venir, encore. je compte sur eux. La 12e sera la bonne. Ouais. Et en plus, on joue uniquement avec des figurines peintes, et ça, il faut le préciser, c'est très Ouais, impressionnant. ouais, Uniquement, intégralement peintes, n'est-ce pas, Sam? Oui, Toujours complètement- Oui. ouais. Alors aujourd'hui, maintenant que nous avons fait connaissance, nous allons poser les bases, les fondations, les bails. Quoi de mieux pour ça que de commencer par la question que Sam, moi-même, ou tout fan de la franchise craint de se voir poser un jour. Mais alors, c'est quoi Warhammer? Ouh là là. Tout d'abord, avant de parler de tout ça, il faut remonter un peu aux origines hein, et vous montrer en quoi c'est trop bien. Il convient bien entendu de parler de l'entreprise à l'origine de ce jeu. Il s'agit bien évidemment de Games Workshop, la société anglaise qui se spécialise dans la création, production et distribution de figurines et de jeux de plateau. Fondée à la base en 1975 par Steve Jackson, Ian Livingstone et John Pick, et basée à Nottingham en Angleterre, Games Workshop se concentrait principalement sur la production de jeux de plateau généralistes comme le backgammon. Ah ouais, déjà c'est vachement moins amusant quoi. Bah ouais. Imagine, ils en seraient restés à ça quoi. Ouais. Ça aurait été triste. Bah on serait pas là hein. Bah peut-être qu'on ferait des super vendredis soirs à jouer au backgammon, toi et moi. Qui sait Va savoir, peut-être qu'on aura une ligue de backgammon. Hein. et en buvant une tisane. Le fun. Ouais. Donc tous trois passionnés par l'heroic fantasy et les jeux de rôle, Jackson et Livingstone seront également, eux, les auteurs de plusieurs tomes de la série de bouquins Fighting Fantasy, ou en français, les livres dont vous êtes le héros. Ah mais oui. Ouais, ils ont écrit des... Allez à telle page si vous faites ça. Ouais, comme ça. voilà, Ouais. exactement. Eux, par contre, ils ont pour ambition d'étendre leur business vers de nouveaux horizons, ce qui conduira au départ de Jackson dès 1976, donc un an plus tard, littéralement, quoi. Donc lui, il est vraiment pas resté longtemps. Il a eu l'idée, il a fait non. Bah, il a Et pas voilà. eu le flair. Ouais, voilà, il c'est a ça. pas eu le flair. C'est comme le mec qui a vendu les droits de l'auteur de The Witcher. Il Ah, a pas eu le flair. Il a pas eu le flair. il a manqué de... Il a... Dommage, Ouais, dommage. C'est couillon, hein. Ouais. C'est couillon. Donc, comment Livingstone et Peake, donc tous deux, dès 1977, pardon, lancent la publication de White Dwarf afin de promouvoir leurs produits. Une version plus ancienne, appelée Howl and Weasel, sera publiée pendant environ 2 ans à partir de 75, qui servait en fait le même but. C'était en gros un almanach, plus ou moins. En plus, un fanzine, limite. Hein. Ouais, voilà, Ouais. on va dire ça comme ça. Par contre, juste, blague à part, j'en profite par contre pour m'interroger sur les noms qu'ils ont choisis pour leur magazine. Le premier, Hibou et Belette, et pour le premier, et le second, Nain Blanc, quoi. Bah écoute, Ça manque de panache, on dirait un truc de chasse ou alors un truc raciste pour le second. C'est soit raciste, ouais, on n'est pas au niveau de... C'est pas le chasseur français non plus, on n'est pas... c'est pas ça non plus. Mais bah le nain blanc, ouais. Après, le nain blanc, en plus, maintenant, c'est devenu une vraie mascotte. Hein. C'est vrai. Il y a même des figurines du nain blanc. Ah ouais J'en Ah, ai je une savais. à l'époque. Oh. Il était offert avec le magazine. Je suis deg. Ouais. J'en ai pas, moi. Bon, je sais pas, mais bon, voilà, petite réflexion. Je trouve juste qu'en français, ça sonne pas très vendeur, quoi. Mais enfin, qui suis-je pour venir critiquer les choix artistiques d'une société qui pèse dans le domaine du wargaming, Et quoi. pas que en plastique. Hein. Et pas que en plastique, on est d'accord. Quoi qu'il en soit, la société acquiert dès ses premières années les droits de diffusion de Donjons et Dragons et ouvre sa première boutique en 1978. La même année sera lancée Citadel Miniatures, en charge de la production de figurines miniatures en métal. La société Games Workshop, donc, d'abord plutôt généraliste sur sa conception de jeux de plateau, donc, et profitant de ses droits sur Donjons et Dragons, obtient également les droits de revente et même de production de jeux de rôle américains comme l'Appel de Cthulhu, RuneQuest ou encore Terre du Milieu. Fort de son succès, Games Workshop commence alors à intégrer le marché américain dès 1984. Un an plus tôt, en 83, Games Workshop lance son propre jeu de guerre appelé Warhammer Fantasy Battle, plus communément appelé Warhammer. L'univers est inspiré du médiéval fantastique, du Seigneur des Anneaux, en gros, qui a depuis été séparé en 2 univers distincts, donc Warhammer Age of Sigmar et The Old World. Oui, et on va pas s'étendre là-dessus parce que c'est déjà assez compliqué dans le futur. On est d'accord. Ouais. Nous, c'est le futur. Mais bon, juste pour, Voilà. Pour être juste, on va quand même mention spéciale à cet univers-là. Cet univers inclut également Blood Bowl, qui est une parodie de football américain. Mais avec Voilà. des orques et des elfes. Exactement. Ouais, parce que pourquoi pas. Bah, ouais, non, le mais- fun, quoi, mon gars. Oui. Et enfin, celui qui nous intéresse le plus, Warhammer
40 000, mes enfants. Oh là là, le fun. Alors ça, c'est le fun, le sang et tout, c'est trop bien. Qui est lancé en 1987 et qui se passe dans un futur fantastique. Cet univers compte également de nombreuses variantes comme Necromunda, Kill Team, Battlefield Gothic, etc., etc. Et Gorka Morka, que tout le monde a oublié. Mais le nom On en parlera peut-être un jour, oui. Peut-être, oui, effectivement. Durant la décennie qui suivra, Games Workshop s'évertuera à devenir plus démocratique en venant draguer un public plus jeune et plus familial, ce qui, bien entendu, viendra énerver les fans de la première heure, de jeunes hommes ayant la particularité d'avoir la peau grasse et une barbe de cou. Oh là là, les clichés, c'est difficile. Bah, et est-ce ouais. qu'ils sentent la sueur aussi? Tu l'as précisé ou pas? Bah non, je voulais pas être trop vindicatif. T'as quand raison, même, mais... gardons ça de côté. Ouais, mais Pour mais une bon, autre fois. Soyons honnêtes, Mhm. c'est vrai qu'ils sont assurés. Mais bon, bref. Fort de ce choix stratégique, la marque s'étend en Europe, en Amérique du Nord et en Australie, et étend son champ d'action avec des jeux vidéo et la publication de bouquins via la fameuse Black Library, qui permet d'enrichir toujours plus cet univers. On compte à l'heure actuelle plus de 232 livres racontant les aventures de héros, légendes et autres personnages plus ou moins fréquentables, naviguant dans un univers en guerre perpétuelle et où la mort est omniprésente. Certains de ces bouquins ont d'ailleurs eu de francs succès commerciaux, ainsi que de vrais succès critiques, de par leur qualité de narration et d'écriture, tout ça. À partir de 2009, Games Workshop opère un virage stratégique plutôt conservateur et se lance dans une chasse à la propriété intellectuelle contre des sites internet envers qui elle émet des ordres de cease and desist. En gros, de cesser et s'abstenir à utiliser le matériel qui lui appartient. De plus, elle revient également sur des accords commerciaux avec les revendeurs de ses produits. Cela a bien entendu pour effet d'énerver la commu, comme on dit dans le milieu, mais rien à foutre. Games Workshop ira même en 2021 jusqu'à prendre une approche zéro tolérance sur toutes les productions de jeux vidéo et tentatives de création artistique créées par des fans. Donc vraiment, ils recentralisent tout, c'est que c'est à nous, quoi. Mais ça, c'est à moins que tu sois le mec qui a fait Astartes. Là, d'accord, là, ils disent « Ok, vas-y, viens avec nous. » Ouais. Voilà, là, y a pas de problème, là. Lui, il a été embauché. Ouais, quoi, je voilà, pense, donc ouais. bon, ça, c'est ok. Ah bah oui, il travaille sur le 2. Financé par Games Ah, Workshop. mais oui, c'est vrai, j'avais vu, j'avais entendu parler de ça, ouais. Et Effectivement. ils t'as ont raison. juste sorti un trailer et tout le monde est... Bah, en même temps, enfin, le Astartes, le. Ah bon, on a rarement fait mieux. Hein. Ah, génial. Je pense que là, c'est une des rares fois où je pense que les boss de Games Workshop à Nottingham, ils se sont dit « Ah ouais, il a vraiment fait mieux que nous, en fait. » Ouais. C'est Ah clair. ouais, d'accord. Bon bah, ok. Tellement. Vous avez le numéro de ce gars, là? Malgré tout, les affaires se portent bien. Et grâce au Covid, Games Workshop a pu étendre son marché encore plus loin. Dans un article publié en 2021, le Guardian revient sur l'année 2020 marquée par le Covid et le confinement. Games Workshop augmentera cette année-là ses profits de 50% en vendant pour 187 millions de pounds de matériel, et ce uniquement sur 6 mois de l'année 2020, quoi. Ça en fait du plastique. Hein. Ah ça, Ah ouais. Eh. Sur les marchés boursiers, son action atteignait en 2020, 100 pounds, comparé à 5 pounds 5 ans plus tôt. 5 ans plus tôt. Ah ouais. Donc, Pas mal. Pas mal. Pas mal. Et en 2021, la société valait la bagatelle de 3,6 milliards de pounds. Tranquille. Ah ouais, non, Ouais. mais il se porte très très bien. Nous, on n'a aucun souci à se faire. Ouais. Notre émission va pouvoir durer des années. Y a pas de problème. Si vous pouviez nous envoyer des miettes. Et depuis alors, eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que les affaires tournent bien. Rien que le jeu vidéo Space Marine 2, sorti en 2024, a été un très gros succès. On y incarne dans ce jeu un Space Marine, donc, comme son nom l'indique, l'élite guerrière de l'humanité, seul rempart contre la barbarie, et qui ira d'une façon tout autant barbare, botter des culs de tyrannides, espèce insectoïde extraterrestre. Et ce, de manière excessivement bien faite, je dois avouer, j'ai passé un très bon moment moi, en faisant cette Space Marine 2. Ouais. J'en ai beaucoup entendu parler, effectivement, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Quoi qu'il en soit, c'est un succès critique et commercial également, hein, avec pas moins de 4,5 millions de copies vendues dans le monde et des notes de 8 sur 10 sur IGN ou encore 82% sur Metacritic, ce qui est plutôt pas mal. Très correct, hein. Ouais. On est d'accord. Non seulement ça, mais une série live action a même été annoncée, fruit d'une collaboration par Games Workshop et Amazon, avec en tête d'affiche ni plus ni moins que le très sexy Henry Cavill, qui interprétera un rôle dans la série. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais il en est également le producteur exécutif.
Ouais, je trouve que c'est une bonne nouvelle que celui qui s'en occupe. Moi, ce qui me déçoit toujours un petit peu avec Henry Cavill, c'est que, bon, bah, il joue Custodes, quoi. Mais après, tout le monde a ses défauts, hein. Moi, après tout, j'ai une armée de Tao, hein. C'est pas faux. Pour l'instant, on n'en sait pas vraiment beaucoup plus sur cette série, pas même une idée quant à la date de sortie. Malgré tout, c'est officiel, car même Games Workshop a confirmé qu'Amazon a les droits exclusifs pour développer un univers cinématographique étendu, donc séries et films, et sur tout l'univers global, donc Warhammer Fantasy inclus. Donc là, vraiment, ça peut être la grosse machine de guerre, la grosse licence, quoi. Les machines de guerre. Ouais, t'as vu ça, ouais. Games Workshop est, à n'en pas douter, une machine de guerre. On va pas la refaire, non. Parti de l'ambition de 3 jeunes geeks, amateurs de jeux de plateau, Games Workshop était dans un premier temps une marque assez niche et connue principalement dans le milieu des amateurs de jeux de rôle. Avec des choix financiers agressifs, une protection féroce de sa marque au détriment de la communauté, certaines fois, faut bien le dire, qui ne pourra malheureusement jamais faire de yaoi avec une histoire d'amour érotique entre Gilliman et Belisarius. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et surtout, un univers très développé, tant au niveau esthétique que de son histoire. Je dirais également, pour finir, que Games Workshop sait s'adapter à son époque, en tentant de rendre le jeu plus attractif au plus grand nombre. Ce qui ne plaît pas toujours d'ailleurs à tout le monde, mais... C'est de moins en moins narratif, du coup. Mais c'est le progrès, on n'arrête pas le progrès. Son esthétique évolue aussi d'ailleurs, car même si l'ambiance grimdark reste prévalente, il suffit juste de voir l'armée des Tao, inspirée des Gundam... On peut arrêter un peu sur les Tao, là. Mais non, mais j'allais dire quelque chose de bien. Parce que autant, là, j'ai fait la blague avant, là, ça se ressemble à la... Oh, ça va, ou un moins Calimero, là. J'allais dire quelque chose de bien, que les Tao sont inspirés des Gundam et autres mechas japonais, dont je suis moi-même fan, donc ça va, c'est cool. Ouais, ça va. Ou encore le design général des plus vieilles armées, qui a évolué vers quelque chose de plus athlétique, contrairement aux figurines trapues de l'époque, où les mecs, on aurait dit littéralement des maçons en armure, quoi. Bref, il est temps maintenant d'aborder le concret, ce qui fait mal, mais ce qui fait plaisir, l'univers fascinant et terrifiant qui compose Warhammer 40 000. Le 41e millénaire. Depuis plus de 100 siècles, l'empereur immobile siège sur le trône d'or de Terra. Il est le maître de l'humanité par la volonté des dieux, et le suzerain d'1 million de mondes grâce à la puissance de ses armées innombrables. Il n'est qu'une carcasse en décomposition qui se tord et frémit sous les influx d'une énergie invisible venue du Moyen-Âge technologique. Il est le seigneur charognard de l'Imperium, au nom duquel 1000 âmes sont sacrifiées tous les jours, afin qu'il ne meure jamais vraiment. Suspendu dans cette dimension où il n'est ni tout à fait mort ni tout à fait vivant, l'empereur poursuit sa veille éternelle. Ses puissants vaisseaux de guerre naviguent au cœur des miasmes infestés de démons du Warp, sur les seules routes qui leur permettent de relier les étoiles lointaines, selon des trajectoires éclairées par les visions de l'Astronomicon, qui sont elles-mêmes la manifestation psychique de la volonté de l'empereur. Ces immenses armées livrent bataille en son nom sur tant de mondes qu'on ne peut les dénombrer. Et de tous, ces soldats les plus grands sont peut-être ceux de l'Adeptus Astartes, la quintessence des guerriers. Leurs frères d'armes sont légions, la garde impériale et les innombrables rangs des forces de défense planétaires, les membres de l'Inquisition dont la vigilance ne s'endort jamais, et les technoprêtres de l'Adeptus Mechanicus, pour n'en nommer que quelques-uns. Pourtant, ces multitudes suffisent à peine à contenir la menace perpétuelle et toujours présente des Xénos, des hérétiques et des mutants. Être un homme en ces temps troublés, c'est être un individu isolé parmi des milliards d'autres. C'est vivre sous le joug d'un régime le plus cruel et le plus sanguinaire qui soit. Ne placez pas votre espoir dans les pouvoirs de la technologie et de la science, car tant de choses ont été oubliées et ne pourront jamais être retrouvées. Ne comptez pas sur les promesses du progrès et de la raison, car dans ce lointain futur de sinistres ténèbres, il n'y a que la guerre. La paix n'existe pas au royaume des étoiles, mais seulement une éternité de carnage sous le rire moqueur des dieux assoiffés de sang. C'est la fête. On comprend donc que le genre humain au 41e millénaire est donc regroupé sur la bannière de l'Imperium de l'humanité, et je compte sur toi, Sam, pour nous en parler un peu plus. Il convient de dire que l'Imperium est, sans aucun doute, la plus grande civilisation que l'humanité ait jamais connue. Se développant sans cesse aux quatre coins de la galaxie, son ambition n'est pas des moindres. Civiliser les peuples barbares, les protéger de la menace Xénos et des érotiques et des... Et des érotiques. Des gens hyper érotiques. Les mutants et les érotiques, c'est ce qu'il y a de pire. Ouais, exactement. Et répandre la parole sacrée de notre protecteur à tous, l'empereur. La civilisation humaine est vaste, tellement vaste qu'il est quasiment impossible d'en connaître le chiffre exact.
mais on estime qu'elle avoisine les 1000 milliards d'habitants répartis plus ou moins sur 1 million de mondes. Autant de citoyens, tous et toutes dévoués à la grandeur et à la protection de l'Imperium, et il n'y a pas d'exception. Tous les foyers de peuplement, qu'ils soient isolés ou difficiles d'accès, doivent contribuer. Que ce soit en nourriture pour les mondes agricoles, ou en matériel et autres minerais pour les mondes industriels, tout le monde participe afin que l'humanité perdure pour les millénaires à venir. Cette humanité tentaculaire ne saurait se gérer elle-même, bien évidemment. De ses bras aimants mais terriblement durs si on lui désobéit, Terra est la mère de l'Imperium. C'est de sa surface qu'elle a vu partir en des temps immémoriaux les premiers voyageurs de l'espace, en quête de coloniser de nouveaux espaces. Ah non mais c'est clair. Non mais c'est comme ça, c'est clair. C'est complètement cohérent là. Exactement. Ouais, complètement. Terra donc, au 41e millénaire, est toujours aussi puissante et c'est là donc que l'Imperium est administré. Les légendes nous racontent que Terra fut un jour bien différente. Des forêts, des océans, des montagnes auraient parsemé les paysages. Si l'on admet que cela est vrai, il n'en est plus rien aujourd'hui. Terra, centre de l'humanité, est le siège de l'Imperium et rien ne peut venir contredire cela. Si vous aviez le privilège, ce qui est, soyons honnêtes, hautement improbable, d'un jour vous rendre sur Terra, vous seriez frappé par ses défenses. N'allez pas imaginer un seul instant pouvoir fouler son sol sacré sans avoir au préalable justifié de votre visite et passer toute une batterie d'interrogatoires et de vérification de votre vaisseau et de ce qu'il contient. En orbite autour de Terra sont postés d'innombrables croiseurs de combat prêts à intervenir pour éliminer toute menace potentielle. Et ce, même de façon préventive. Une fois passés les contrôles et les nuages épais de pollution qui cachent sa surface, vous ne verrez alors que bâtiment après bâtiment, tous plus colossaux les uns que les autres. Terra est une ocuménopole, c'est-à-dire une ville-monde. Toute sa surface est... Ah non, attends, tu peux une quoi? Une ocuménopole. Ocuménopole? Une ocuménopole. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit œcuménique et qu'il y ait des églises partout? Non. Ah, même pas en plus? Non, vraiment. Ah, j'ai cru que c'était... Coruscant dans Star Wars, c'est une ocuménopole. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Toute sa surface, donc, est urbanisée. Et s'il y a de la terre sur Terra, celle-ci est enfouie sous des kilomètres de fondation. Ce qu'on appelle l'Adeptus Terra est l'organe administratif de l'humanité. C'est de cette administration que partent tous les commandements, révisions de lois, réformes, accords de taxes, tarifs douaniers et tout autre texte visant à organiser la vie et la société de ces nombreux citoyens. C'est quelque chose que tout le monde adore d'ailleurs. Ah bah... C'est la partie... Donc moi quand je pense à Warhammer 40 000, moi je pense à ça, des taxes, des formulaires... Tableau Excel. Des tableaux Excel. Bah voilà. Ah ouais, toujours, ouais. Mais du coup dans Warhammer 40 000, c'est des tableaux Excelus. Excelus, ouais. Parce qu'il faut toujours latiniser. Ouais, bien sûr. Ouais. Ah bah ils ont leur version. Hein. On est d'accord. C'est de Terra également que partent les ordres militaires, que ce soit pour de la reconnaissance, le maintien de la paix, ou encore pour pacifier des poches insurrectionnelles ou des invasions ennemies. Celui que l'on appelle la main droite de l'empereur, et plus anciennement connu comme le grand clergé de Terra, est supervisé par les hauts seigneurs de Terra. Figures d'éminente importance qui sont tous sous le commandement direct de l'empereur. Ceux-ci jouissent donc d'un très grand pouvoir et rares sont ceux qui oseraient défier leur autorité, sous peine de se faire accuser d'hérésie et par conséquent d'en payer le prix fort, leur propre vie. La mort, oui, la mort tout de suite. En général, il y a la mort totale, mon gars. Les procès sont assez courts dans l'Imperium en général. C'est ouais, bien sûr. Est-ce qu'on peut appeler ça des procès factices? Il n'y a pas le temps. On est d'accord. Les employés de cette administration sans fin se comptent par centaines de millions, si ce n'est des milliards. Ils travaillent inlassablement nuit et jour afin de rédiger, trier et envoyer toutes directives qu'ils ont la charge de traiter. Ils sont également responsables de traiter toutes les demandes de gouvernements planétaires lointains en recherche d'aide financière, d'accords commerciaux ou encore de protection militaire. Ces demandes mettent parfois des années à être traitées, voire il arrive qu'elles soient perdues. Il faut bien l'admettre. Mais que les administrés de l'empereur soient rassurés, car l'empereur, dans son infinie bonté, protège. Toujours. Si Terra est la mère de l'humanité, l'empereur en est le père. Sans lui, l'humanité aurait été consumée depuis bien longtemps par les forces Xénos, des factions insurrectionnistes, et pire encore, des armées de démons acquises aux forces du chaos. Assis sur son trône d'or dans le palais impérial, niché sur la dernière montagne présente sur Terra, l'Himalaya, l'empereur protège par ses pouvoirs psychiques l'humanité tout entière, en lui assurant des voies de passage sécurisées
pour que les marchandises et forces armées puissent se déplacer à très grande vitesse dans les coins les plus reculés de l'Imperium. C'est un grand phare, disons-le tout de suite. Ah ouais. Le phare de l'humanité. En tant que guide suprême, c'est également par sa volonté que les hauts seigneurs de Terra dirigent les armées de l'Imperium. Car au 41e millénaire, le péril est partout. C'est pourquoi l'Imperium se doit d'avoir des forces armées dignes de ce nom et des hommes et des femmes prêts à prendre les armes pour défendre la civilisation humaine ne font jamais défaut. La première ligne de défense qu'il convient de mentionner est la garde impériale. Forces armées réunies sous l'Astra Militarum. Ces soldats font la fierté de l'Imperium car d'aussi loin qu'ils puissent venir, ils seront toujours les premiers à défendre l'aigle impérial et n'hésiteront pas à se jeter vague après vague de millions d'individus armés et galvanisés par les ordres et encouragements de leur chef de régiment. Et des tanks, putain. J'y viens. Ah ouais. Mais oui, les Mais tanks, oui, les putain tanks. L'Imperium est vaste et brasse un nombre incalculable de cultures différentes. Par conséquent, les armées de la garde impériale le sont tout autant, et c'est pourquoi, et ce même si on peut observer une certaine uniformité dans les uniformes et dans leur armement, certains mondes ont leur identité propre. Dans l'imaginaire collectif, on pensera assez évidemment aux valeureuses troupes de choc de Cadia, dont la réputation n'est plus à faire. Mais comment ne pas penser aux autres, que ce soit l'inquiétant Deskor de Krieg, les brutaux guerriers des jungles de Katashan, ou encore les fiers premiers-nés vostroyens. On en compte bien plus, mais tous sont réunis sous la bannière de l'Imperium. Ce qui fait la force de la garde impériale, sa taille. Attends, tu parles de Sa tu taille. parles de la taille, quoi. La taille, mon Ah, gars. et rien de... Elle pack. Ah, exactement, ouais. Même si on n'en connaît pas le chiffre exact, nous pouvons être sûrs qu'un régiment tombé au combat sera remplacé tant que la menace ne sera pas exterminée. Avec son tapis d'hommes et de femmes prêts à se donner leur vie au nom de l'empereur et ses nombreux appuis tels des chars et autres canons, l'ennemi sera tôt ou tard submergé par le marteau de l'empereur. Le marteau de l'empereur, en fait, tu prends 50 basilisques, ça fait 50 canons séismes. Si tu tires en même temps, ça fait bouger les lignes, hein, je te le dis. Ça fait un beau feu Ah, d'artifice. ça fait... hein. Ah ouais. Quand tout espoir semble perdu, les forces ennemies subiront le courroux de l'Adeptus Astartes, l'organisation militaire d'élite de l'Imperium. En effet, les individus qui le composent, les Space Marines, ne sont en rien comparables avec les humains standards. Car pour avoir l'honneur de devenir un Space Marines, il faut affronter la mort. Les recrues doivent passer par une formation longue, brutale et souvent mortelle. Mais devenir un Space Marine, ce n'est pas seulement un conditionnement physique et un endoctrinement moral, c'est littéralement être plus qu'humain. En effet, au travers d'opérations chirurgicales nombreuses et souvent mortelles, encore une fois, les aspirants Space Marines sont augmentés par l'ajout d'implants afin de les rendre incroyablement résistants, aussi bien physiquement que moralement, et de les rendre infiniment plus endurants. De la même façon que la garde impériale, l'Adeptus Astartes réunit un grand nombre de cultures différentes, avec des coutumes et des codes moraux qui peuvent être aux antipodes des unes des autres. Et parfois même un petit peu discutable. Ouais. Mais ça, bon... bon, On y reviendra. Voilà. Malgré tout, que ce soit les vaillants ultramarines, les altruistes salamanders ou encore les fougueux white scars, tous servent le même dessein, la sauvegarde de l'Imperium. Et les Black Templars, les grenouilles de bénitier des Space Marines. Allez, je l'ai dit. C'est... Voilà. Si vous avez un jour le privilège de rencontrer l'un d'eux, cela veut dire que la mort est imminente pour vous. Car ils sont déployés uniquement en cas de situation désespérée. Vous pourrez alors vous consoler en vous disant que l'être que vous contemplez est ce qui se fait de mieux dans l'Imperium. Car rien ne bat un Space Marines et que tant que l'un d'eux sera debout, l'Imperium sera sauf. Afin de s'assurer que les citoyens de l'Imperium restent fidèles au commandement de Terra et aux préceptes du culte impérial, l'Inquisition veille au grain et punira sans merci tout comportement séditieux ou jugé comme hérétique. L'Inquisition, de par son importance stratégique, dispose d'une très grande autonomie et ne répond à personne, pas même aux hauts seigneurs de Terra, car ses membres, les inquisiteurs, n'hésitent pas à enquêter sur les leurs si le besoin se fait pressentir. Ils créent facilement le malaise. Hein. Quand ils arrivent quelque part, les gens sont très mal à l'aise. Ah bah tu sens que c'est c'est étonnant, hein. tu sens que c'est la merde. Ouais, exactement. Et ils n'hésiteront pas non plus à utiliser de tous les moyens à disposition pour arriver à leur fin, car leur travail est tellement crucial qu'ils ont accès à littéralement toutes les ressources de l'Imperium. Enfin, comment ne pas mentionner l'Adeptus Mechanicus de Mars, les gardiens de la technologie. Bon, j'avoue, je simple.
Ces technoprêtres étaient autrefois des humains à part entière, mais leur obscure civilisation qui voue un culte sans faille à l'omni-messie, le dieu-machine, les a transformés en amalgame biomécanique. Ils sont à la limite de l'hérésie, mais leur importance est telle que Terra n'a pas d'autre choix que de s'allier avec eux, car elle est dépendante de sa capacité à produire l'armement de l'Imperium. Bah faut des usines, hein. Ah bah... Et ils viennent d'où les tanks d'après toi? Tiens, alors. Et les armures des Space Marines et tout ça, tout ça, hein. ouais. Sur ces nombreux mondes forges, sa force de frappe industrielle est colossale et sans eux, l'Imperium n'aurait que peu de défense face aux forces de la désolation. Mais n'allez pas croire que ce ne sont que des ouvriers. Le culte de Mars a également à sa disposition des armées prêtes à se sacrifier au nom de leur dieu machine. Qui est un boulon. Mais ça... Oh non, t'as gâché tout le truc là. C'est un boulon. Ah, c'est un boulon. Moi qui pensais que c'était une vis. Bon, vas-y, continue. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour couvrir toutes les factions qui composent les armées de l'Imperium. Mais comment ne pas mentionner la garde rapprochée de l'empereur, l'Adeptus Custodes, les très pieuses nonnes guerrières de l'Adepta Sororita, ou encore les terribles géants de métal que sont les chevaliers impériaux. L'Imperium est grand et magnifique, et rien ne pourrait venir se mettre en travers de sa toute-puissance. Partout où la menace se fait sentir, les armées dévouées à l'empereur viendront frapper pour affirmer sa toute-puissance. Mais la ruine guette à tout instant et de toutes parts. C'est pourquoi l'Imperium est tout entier tourné vers la production militaire et ses sujets, eux-mêmes le savent, ne doivent leur salut qu'au sacrifice d'innombrables soldats morts fièrement pour que l'Imperium soit éternel. Ça fait envie, hein? Ah, alors là, je suis en train d'essayer de retenir mon érection. Ah là, Non, parce que là, bon, ce que je vous ai raconté, c'est évidemment la face émergée de l'iceberg, hein. Ça paraît clair, notamment par la citation que tu as dit tout à l'heure, hein, mais au cas où certains n'auraient pas compris, l'Imperium au 40e millénaire, c'est une théocratie ultra brutale et répressive, entièrement tournée vers la guerre et son industrie militaire, hein. Ces sujets sont tous soumis à la volonté impériale, et toute velléité d'indépendance est systématiquement punie. Et tu rajoutes une petite cuillerée de fanatisme religieux par-dessus. Exactement, et d'obscurantisme technologique. Complet, oui. L'application du culte impérial est telle que même l'innovation donc technologique est perçue comme une hérésie, si bien que malgré la propagande que je vous ai présentée plus tôt, ça ne saurait cacher l'état réel de l'Imperium, des masses de populations misérables et endoctrinées, entassées très souvent dans des villes ruches, une stagnation technologique qui fait lentement mais sûrement sombrer l'Imperium dans la décadence, et surtout un territoire pris en étau par des forces ennemies qui veulent sa perte. Et tu penses bien qu'un empire galactique de plus d'1 million de monde, c'est pas aussi simple que de surveiller ton jardin depuis la terrasse. Et les menaces sont omniprésentes et nombreuses, comme tu l'as dit. Tellement d'ailleurs que je vais parler uniquement des 4 principales. Parce que même si on l'aime bien, on n'est pas sur la chaîne de Luetin 09. On va pas faire un résumé des 36 factions jouables. On va pas commencer à s'élever à son rang à lui, parce que lui c'est un peu le... Exact, c'est un peu le big boss du game, ouais. Mec, 10 millions de vues sur l'empereur de l'humanité, il a mis la barre assez haute. Il se pose bien, ouais. On va commencer par une faction que tout le monde aime beaucoup, les orques. Effectivement. Créée il y a des dizaines de millions d'années pour être au départ une arme biologique surpuissante dans une guerre désormais totalement oubliée, à l'époque ils s'appelaient les Krorks, ils ont depuis régressé tant au niveau physique qu'intellectuel. Ils s'appelaient les Krorks parce qu'ils portaient des crocs. Des Krorks. Des Krorks. Des Krorks. Il s'agit d'un des plus anciens ennemis de l'humanité. Les orques ne reconnaissent que la loi du plus fort et ne vivent que pour la bagarre. Leur société ne fait pas de distinction entre civils et militaires, tout est tourné vers le conflit, que ce soit envers une force extérieure ou entre eux quand ils n'ont pas d'adversaire sous la main. Désorganisés et utilisant des technologies rudimentaires voire primitives, des bandes de guerre orques arrivent malgré tout à voyager dans le warp pour mener des raids qui peuvent ravager des planètes entières. Et lorsque plusieurs bandes d'orques se rassemblent, soit par hasard, soit sous la bannière d'un chef de guerre qui n'a souvent pas d'autre talent supplémentaire que de crier plus fort que le reste des boys, ils forment alors une WAG. Ceci fait bien évidemment référence à leur cri de guerre distinctif. Et notre acolyte François sera très content, très honoré qu'on fasse mention de la WAG, parce qu'on l'a vu un peu trop souvent. Ouais. La technologie orque est aléatoire et reste mystérieuse aux yeux de l'Imperium. En effet, les armes orques capturées par l'Imperium, justement, ne fonctionnent tout simplement pas, ou pas aussi bien que lorsqu'elles sont utilisées par des orques.
Certains, et notamment le Mechanicus de Mars, en déduisent que leurs armes fonctionnent seulement parce que les orques y croient fermement. Donc C'est beau. c'est arrivé très très souvent que des magos de l'Adeptus Mechanicus, après une bataille, retrouvent des armes orques et en les prenant dans leurs mains, elles tombent en morceaux. Ouais, bah va savoir, c'est le pouvoir de la volonté, quoi. Mais avant ça, c'était un fusil d'assaut, hein. Il tirait et tout, hein, mais tant que l'orque qu'il tenait était encore en vie. Alors le héros des orques, c'est Ghazghkull Mag Uruk Traka. Ah, je connaissais pas son nom du milieu. Il a des noms, il a des middle names, effectivement. À le regarder comme ça, on pourrait juste se dire qu'il s'agit d'un big boss orc comme les autres, quoi. Je veux dire, il a les attributs standards. Il est énorme, il a une pince énergétique, il porte une méga armure. Mais au-delà de sa capacité à motiver ses troupes et à rassembler des dizaines de clans sous son commandement, ainsi que le fait qu'il est au début du codex orc, c'est souvent comme ça qu'on sait que c'est un personnage important, il est au début du codex, tu vois. C'est vrai. Il fait preuve d'une intelligence rare pour un chef orc et s'est même révélé être un grand stratège, le plus grand de son espèce, tout simplement, au point de déstabiliser les plus grands officiers de la garde impériale et même des Space Marines, notamment durant les guerres d'Armageddon. Il est aussi le prophète de Gork et Mork, les deux divinités orques qui lui parleraient directement. Est-ce que tu te souviens de la différence entre Gork et Mork ? Je l'ai su, mais non, je m'en souviens plus, non, effectivement, mais c'est un truc complètement absurde. Oui, en fait, Gork est brutal et rusé, alors que Mork est rusé mais brutal. La nuance est subtile. Et ils se battent tout le temps. C'est ça le concept. Alors actuellement, Ghazghkull Traka est en train de mener sa grande warg qui s'étale sur des centaines d'années-lumière autour du système stellaire d'Octarius, déclenchant une migration d'orques inédite par son ampleur, ce qui inaugure en général rien de bon. Ouais. Voilà. Il fait pas beau vivre être dans cette région-là de la galaxie, quoi. Pas vraiment. Non. On peut dire que les orques sont en quelque sorte le ressort comique de Warhammer. Cependant, que ce soit dans le lore ou le jeu de plateau, cette espèce excessivement belliqueuse a maintes fois prouvé qu'il ne fallait jamais la sous-estimer. C'est-à-dire que même quand tu joues à une vraie partie de Warhammer 40 000, le jeu de plateau, tu te moques d'eux quand ils sont loin, parce qu'ils n'arrivent jamais à te tirer dessus, mais quand ils sont à quelques mètres de toi, là, tu flippes un peu plus. Ouais. Effectivement, des gros points dans la gueule. Exactement. Passons à quelque chose de plus sérieux, les Nécrons. Alors, jadis appelés les Nécrontyres. Alors quand je dis jadis, c'est jadis, 60 millions d'années. Oui. Voilà. La bagatelle. Ils étaient une race humanoïde, fragile, hantée par la mortalité. Ceci avant leur rencontre avec la race dominante de la galaxie, les Anciens. Là, ça s'appelle toujours les Anciens. Mais oui. C'est comme dans Final Fantasy. Quel manque d'originalité, toujours pareil. franchement. Donc les Anciens avec qui ils développèrent de fortes relations commerciales et diplomatiques, jusqu'à ce que les Nécrontyres insistent pour connaître le secret de leur immortalité, essuyant toujours des refus de la part des Anciens. Ils voulaient pas partager, ils voulaient pas. Super. Démerdez-vous. Genre. Radin. Voilà. Vexés, les Nécrontyres leur déclarèrent la guerre. Ce fut la guerre des cieux qui dura 5 millions d'années. La bagatelle. La petite bagarre. Le conflit pencha en faveur des Anciens parce que leur technologie était excessivement plus avancée, jusqu'à ce que les Nécrontyres rencontrent les Cthans, des dieux mangeurs d'étoiles, oui, mangeurs d'étoiles, qui leur proposèrent un pacte pour obtenir l'immortalité et la victoire. Cependant, ce pacte fut une trahison. Les Nécrontyres devinrent les esclaves des Cthans dans leurs enveloppes de métal vivant, en devenant ainsi les Nécrons, via le biotransfert. Alors pour faire très simple, les Nécrontyres ont été envoyés dans des fours dans lesquels ils ont non seulement perdu leur enveloppe charnelle, mais en plus de ça, et c'était là le petit trick, c'est que en faisant ça, les Cthans du coup mangeaient leurs âmes. Oh, voilà. pas très sympa. C'est pas très simple, petite trahison. Vorace les Cthans, hein. Après des millénaires de guerre et après avoir aussi pris leur revanche sur les Cthans, parce que quand même ils se sont rendus compte qu'ils sont un peu leur ont mis à l'envers un petit peu quand même, hein. Les Nécrons décidèrent de plonger dans un sommeil stasique au sein de tombes massives disséminées dans la galaxie, chacune de ces tombes renfermant des légions de Nécrons en stase, prêtes à être réveillées par leur seigneur pour la reconquête galactique, ou parfois par des explorateurs, des équipes de minage, et autant dire que les Nécrons ne sont pas vraiment du matin. Voilà, en fait leur idée c'est que il fallait du coup se mettre en stase et d'attendre que toutes les espèces de la galaxie meurent et de se réveiller quand tout le monde est mort. D'accord. C'était ça le plan initial, de manière très simplifiée bien sûr.
Ils sont armés de technologies qui défient la compréhension humaine. Ça dépasse l'entendement, tu veux dire? Ça dépasse l'entendement. Ils sont faits de nécroderme, un métal adaptatif qui s'auto-répare, ça on le sait bien. Hein. Merci l'armiroule des Nécrons. Ils ont des fusils désintégrateurs, des hologrammes capables de transformer des étoiles en supernova. Oui, oui. Des vaisseaux équipés de canons du jugement dernier. Rien qu'au nom, on sait que les Nécrons ont probablement le meilleur matos. Y a moyen. Ce que l'Imperium ignore, c'est que si les Nécrons devaient tous s'éveiller et s'unir, ils seraient tout simplement aussi nombreux qu'eux. Voilà, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Mais de ce qu'on peut a priori comptabiliser, parce que il y a sûrement encore des centaines, voire des milliers de tombes. Oui, il y a des milliers de tombes, et puis même certaines sont carrément devenues hors d'usage avec le temps. Ouais, enfin, Voilà, énormément de paramètres à prendre en compte. Le héros des Nécrons, c'est Zarek. Le dernier roi silencieux, briseur des dieux stellaires, vainqueur des anciens, grand unificateur, maître du triarcat ultime, porteur du sceptre de la gloire éternelle. Putain, mais autant de titres que Sylvain Durif, quoi. Ouais, exactement. Il manque plus que le Jésus vert. On aurait tout. Un peu le melon, le gars, quand même. Faut bien admettre. C'est lui qui avait conclu le pacte avec l'Ectane et approuvé le biotransfert pour le peuple nécrontyre. Voilà. Tu sais, à l'époque, quoi. C'était lui. Et en fait, quand tous les Nécrons sont entrés en stase, il est parti en pèlerinage en dehors de la galaxie. De retour au 41e millénaire, il est revenu dans la Voie lactée et il travaille actuellement à unir toutes les dynasties Nécrons qui se réveillent contre la menace tyrannide. C'est ça son plan actuel, c'est ça qu'il est en train de faire. Donc lui sa principale menace pour lui, c'est les tyrannides. Actuellement, ouais. Ah ouais. Ok, d'accord. Au-delà de ça, les races les plus jeunes comprendront un jour que le tissu de la réalité n'est simplement qu'un jouet pour les Nécrons et qu'un cauchemar ancien et pire encore que les tyrannides rôde parmi les étoiles en silence. Est-ce qu'il y a un lancement d'une nouvelle armée prévue avec ça? Eh bien, je ne sais pas, mais en parlant de cauchemar, les tyrannides. Des ténèbres glaciales du vide intergalactique viennent les tyrannides, une espèce d'alien vorace, une horde innombrable de super prédateurs, gouvernés par l'instinct de chasser, de tuer et de se nourrir. Chaque tyrannide est une arme vivante, une cellule d'une vaste entité collective contrôlée par la volonté de l'esprit ruche. Les flottes ruches tyrannides dérivent dans l'espace, dépouillant les mondes proies de toute leur biomasse, ne laissant que la roche nue dans leur sillage. Des cailloux. C'est beau. C'est bien, au moins ils sont propres. Ah oui, mais c'est ça. Par un coup de balai, tu bouffes par terre. Là, il n'y a vraiment plus rien. L'ombre dans le warp qui affecte les communications extraplanétaires, les infiltrations de Lictor pour informer la flotte ruche et les insurrections de culte Genestealer, appelés en français les Génovores, sont les signes énonciateurs de leur venue, et à ce moment-là, il est souvent déjà trop tard pour espérer sauver son monde d'être complètement dévoré, au sens propre du terme. Alors, quand on pense à des tyrannides, toi tu penses à quoi? Bah moi, au niveau du, on va dire, de la pop culture, c'est un mélange, je trouve, entre les bestioles de Starship Troopers. Qui sont grosse inspiration, on va pas se mentir, ouais. À fond, ouais. Et puis Alien aussi un peu, hein, évidemment, je trouve, au niveau de leur posture et de leur dangerosité, quoi. Donc ouais, clairement ça, quoi. Ok, et des griffes, beaucoup de griffes. Ah oui. Voilà, oui. Ouais, énormément et de des griffes. dents. Acéré. Donc tu vois, tu l'as assez bien résumé, ce sont de gros insectes très agressifs qui agissent comme une seule entité, ce qui leur permet d'agir et de réagir très rapidement lors de leur invasion des mondes qui les attaquent. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment adaptatifs à absolument tout. C'est-à-dire que par exemple, il y a un monde impérial qui s'est fait attaquer par les tyrannides et le gouverneur planétaire s'est dit c'est pas grave, on a des bunkers extrêmement sous terre, jusque sous les océans, tout ça. Sauf que ils se sont dit on s'en fout, on va dans notre bunker et puis on envoie des têtes nucléaires et puis on rase la planète, tant pis, terre brûlée. Sauf qu'en fait, les tyrannides se sont adaptés aux radiations et en plus, ils se sont rendus compte que les derniers survivants étaient sous terre, donc ils se sont adaptés pour creuser. Ils sont devenus des fouisseurs. Belle saloperie. Hein. Ah ouais, bien sûr. L'ensemble de leur flotte et même leurs armes ont un fonctionnement exclusivement biologique, comme par exemple le canon à miasme. Cette arme projette un mucus si toxique qu'il réduit les cibles organiques en flaques de soupe en quelques secondes. Ou par exemple, ils ont une arme qui s'appelle l'infestation de viscolarves. Miam. Alors en fait, ce sont des fusils qui tirent des petits scarabées.
À l'impact, ces créatures voraces s'enfoncent dans la cible avant d'entamer le processus de mitose et de régénération. En quelques instants, le corps de l'hôte est dévoré de l'intérieur par une masse de larves qui se tortillent. Bon, moi, le seul truc rassurant là-dedans, c'est que ça ne dure que quelques instants, apparemment. Ah ouais, mais long les instants quand même. Hein. Ouais. Ouais, long quand même. Ouais, quelques minutes, quoi. Ouais, mais Mais bon, vaut mieux ça que des mois, quoi. Ah, Ouais. on est d'accord. Ouais. On est d'accord. Au moins. C'est pas les Emperor Steel Run, c'est pas. Les Tyrannides ont déjà lancé plusieurs flottes ruches pour ravager la galaxie. Il y a notamment les flottes ruches Behemoth, Kraken, Behemoth, ouais. Gorgon. Et la dernière en date, Léviathan, contre laquelle les Ultramarines sont actuellement aux prises. Et ouais, c'est pour ça qu'il y a des Tyrannides sur les boîtes de la 10e édition. C'est le... Et voilà. Mais il s'était tapé aussi contre Behemoth. Oui, en premier. Bah, ouais. C'est là où Marnus Calgar a perdu ses 2 bras, sa jambe et un de ses yeux. Ah Oui. Ah bah c'est beau ça. C'est bien. Mais Ouais. il est toujours vivant. Hein. Comme oui, quoi, toujours là. Résistant les Ultramarines. Ouais. Alors, personne ne connaît leurs réelles intentions. Fuient-ils quelque chose? Sont-ils juste très méchants? Parce que personne n'a jamais été en mesure de communiquer avec l'esprit de la ruche. La seule chose qui est sûre, c'est que rien ne les arrêtera jusqu'à ce qu'ils aient absorbé la plus infime parcelle de matière organique de la galaxie. Et ce jusqu'au niveau cellulaire. Alors, j'ai pas choisi de héros pour eux, parce que ils n'en ont pas vraiment. Alors, il y a bien des tyrannides avec des noms, parce que en fait, les tyrannides en eux-mêmes, ce sont des... Comment dire ? Des cellules de l'esprit de la ruche, en fait. Ouais, pas c'est vraiment... ça, ouais. Ils n'ont pas d'individualité à proprement parler. Certains en ont les plus gros, mais ils sont quand même toujours des pantins de l'esprit de la ruche, si tu veux, quoi. Donc il y a quand même le vieux borgne, le tyran de la ruche, la terreur rouge. Mais en général, ça dépasse pas le cadre d'un seul conflit. Ouais, et puis c'est plus des noms que les armées adverses leur donnent, en fait. Exactement. Ouais. D'ailleurs, même les tyrannides, en fait, leur nom vient du fait que la première planète qu'ils attaquaient, c'était la planète Tyrannus. D'accord, ok. Tout simplement. Ou c'était le système Tyrannus, même. Bon, bref. Du coup, le nom vient de là, parce qu'en fait, en réalité, ils ne communiquent absolument pas. Donc, on ne peut pas savoir comment ils s'appellent réellement, comment ils s'appellent entre eux, par exemple. On ne sait pas. Peut-être qu'il s'appelle Bobby. Ouais, Bobby, Samantha. Barnabé, tu vois, on ne sait pas. Pour moi, le seul personnage vraiment des Tyrannides, c'est l'esprit de la ruche lui-même. On ne sait pas à quoi il ressemble, où il est, qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi ses obédiences, de quoi a-t-il peur. Peut-être que le mieux, c'est peut-être de ne pas le savoir. Finissons avec l'ennemi number one, le Némésis, l'arch-ennemi, le chaos. Blottissez-vous contre votre empereur, vous qui avez peur. Mais sachez qu'il ne vous sauvera point, car seul le chaos est éternel. Endémion, capitaine de la Légion, des Iron Warriors. Il y a 10 000 ans, l'Imperium fut déchiré par une terrible guerre civile connue sous le nom d'hérésie d'Horus, du nom du fils favori de l'empereur, qui se retourna contre lui. La moitié des légions Space Marines de l'époque se joignirent à lui, et de fait furent corrompus à différents niveaux par les dieux du chaos, plongeant l'Imperium dans une terrible guerre galactique, dont il ne s'est jamais tout à fait remis. Vaincus par les légions restées loyales à l'empereur, les Space Marines du chaos, ainsi qu'on les appelle maintenant, se replièrent dans l'œil de la terreur, région de la galaxie où le warp et la réalité se frôlent constamment, où ils rôdent et s'entre-déchirent, dévorés par la haine et la rancœur pour l'empereur, l'impérium et toute l'humanité, disons-le tout de suite. Ils sont fâchés contre tout le monde, vraiment. Combinant l'écrasante force militaire de l'Adeptus Astartes et l'abjecte puissance des dieux du chaos, l'Astartes Hereticus compte parmi les plus dangereuses menaces qui pèsent sur le royaume de l'empereur. Certains combattent contre l'Imperium depuis les jours sombres de l'hérésie d'Horus, soit regroupés en petites bandes de guerre sous la houlette des effroyables primarques démons comme Mortarion, Engron ou encore Perturabo. Enfin Perturabo quand Games Workshop se décidera enfin à donner aux Iron Warriors le respect qui est dû, je ne suis pas biaisé. Mais le chaos, l'annihilateur primordial, les puissances de la ruine n'ont pas uniquement besoin de légions de guerriers génétiquement modifiés pour semer la destruction dans l'Imperium. Parfois, les puissances du chaos viennent simplement murmurer aux oreilles de simples citoyens impériaux, écrasés par un régime tyrannique. Voyant là une échappatoire à une vie sans espoir, ceux-ci se regroupent en culte du chaos au sein des cités ruches, pour ensuite répandre la corruption. Les dieux du chaos peuvent aussi se reposer sur une armée innombrable de démons du warp, dont les formes ne dépendent que de leur dieu tutélaire et des émotions qui leur ont donné vie. Toi d'ailleurs, le warp, d'après toi, c'est quoi le warp ? Le warp, c'est un espèce de... Bah, c'est un peu d'une certaine façon comme la théorie des trous de verre. Ouais. C'est-à-dire que c'est des conduits de passage interstellaires qui permettent de replier l'espace pour voyager plus vite. Alors, c'est comme ça qu'effectivement, le voyage interstellaire se fait, parce que sinon, il se déplacerait beaucoup trop lentement. Ouais.
Le warp est plutôt une dimension parallèle à la nôtre dans laquelle toutes nos Ouais. émotions prennent vie. Et là où vont également les âmes des morts. Exact. J'ai oublié de préciser ça. Voilà, et c'est une dimension qui cherche par tous les moyens à rentrer dans la nôtre, mais elle ne peut que le faire que quand il y a des grandes démonstrations d'émotions qui sont faites. Que ce soit de la violence, de la maladie. La tristesse, tout ça. Exactement. Et les démons, en fait, au final, ne sont que des émotions qui ont pris vie dans le warp Quoi. et qui ne veulent qu'une chose, venir dans notre dimension et nous buter. Et si l'Imperium... Ouais, je reviens du coup au force du chaos, bien sûr. Fait. Et si l'Imperium peut se reposer sur le Mechanicus pour tous ses besoins industriels et de manufacture, les forces du chaos ont bien évidemment leur équivalent avec le Mechanicum noir, qui, lui, ne se pose aucune limite à ses découvertes, surtout au niveau éthique. Éthique, c'est un mot étrange quand même au 41e millénaire. Ouais, c'est clair. Et il se spécialise dans la création des engins démoniaques machines hybrides contenant des démons du warp vivants. Peut-être une prochaine faction dans les armées. Ah, on sait jamais. Ça serait cool ça aussi, ouais. Avec, comme par exemple, le fameux Venom Crawler, avec lequel tu es assez familier. Oui, belle saloperie. Il est cool, le Venom Crawler. Hein. Ouais, il est pas mal, il est pas mal. Vraiment sympa. Alors, le héros du chaos, c'est bien sûr Abaddon le Fléau. Abaddon, comme on l'appelle également. Il était initialement le premier capitaine des Luna Wolves, la légion d'Horus Lupercal, et lors de l'hérésie, il resta fidèle à son primarque, et ce jusqu'aux portes du palais impérial. Suite à la défaite et à la fuite dans l'œil de la terreur, il entreprit de rassembler les légions renégates sous une bannière. Et ça s'est pas fait en 2 jours, hein, je préfère te le dire, parce qu'ils se détestaient tous entre eux, donc c'était quand même pas simple. Et ainsi, il a créé la Black Legion. Une fois son armée constituée, Abaddon entreprit sa reconquête de la galaxie et a déjà 13 croisades noires à son actif. Alors, quand on parle de croisades noires, c'est des grosses croisades. Hein. Ouais. Là, c'est des systèmes stellaires entiers qui sont ravagés. Chacune ayant apporté son lot de destruction, la dernière ayant quand même mené à la destruction du monde de Cadia et l'ouverture de la Grande Faille. Alors, la Grande Faille, c'est une immense brèche dans le Warp qui traverse toute la galaxie. Autant te dire que ça a causé un sbeul massif. Ouais, tu m'étonnes. Voilà, et en réalité, il a réussi à faire ça, entre autres, en envoyant une forteresse noire s'écraser sur Cadia. Plutôt badass. C'est plutôt badass, et ça s'est pas fait en 2 jours non plus. Ouais. Autant dire, c'est un plan, tu vois, et ça a été bien réfléchi. Il est le maître de guerre du chaos, l'ennemi juré de l'impériole, de la... Oh, attends, je suis du sud ou quoi, là, l'impériole. Alors, dis donc... Donc, il est l'ennemi juré de l'Imperium, le rappel constant que les cendres de l'hérésie d'Horus ne sont pas retombées. Œuvrant à voir la galaxie brûler, non pas pour satisfaire la soif infinie des dieux du chaos, mais bien pour lui-même. Hors de question pour lui de devenir un prince démon et par essence un esclave de ses dieux tutélaires. Armé de la griffe d'Horus et de l'épée démon Dracnienne, une entité démoniaque capable de déchirer la réalité, même plutôt balèze parce qu'on parle du démon qui est né du premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Balèze le démon, plutôt... et qui à l'époque s'était frité avec l'empereur. Enfin bon, ouais. Abaddon se laisse guider par sa haine et son amertume. Il ne connaîtra pas de repos tant que le tort fait à lui et aux siens par l'empereur 10 000 ans plus tôt ne sera pas réparé, à savoir arracher lui-même le cadavre de l'empereur du trône d'or au milieu des cendres de son palais. Récemment, Abaddon a achevé sa 13e croisade noire, justement, qui a vu donc l'ouverture de la Grande Faille. Et il a également soutenu la quête de Vashtor l'Archiphane, donc le maître du Mechanicum noir, afin d'obtenir une arme capable de changer le destin de la galaxie dans l'arc des arches fatidiques. Alors je vais pas en parler maintenant parce que ça s'étale sur 5 bouquins, des dizaines de batailles spatiales trop de trucs. Ouais, trop de trucs. Mais en gros, voilà, Abaddon, il continue à faire son petit bonhomme de chemin. À mettre des tartes dans la gueule, quoi. Voilà. Et l'amour dans tout ça? Mais tu sais de quoi on parle ou quoi? Bah je sais pas moi. Non, ça n'a pas sa place. Tu veux dire que Abaddon ne connaît pas l'amour? Non, c'est terminé. Les Space Marines ne connaissent pas ce sentiment de toute façon. Bah moi je pense qu'en fait tous ces gens-là ils ont juste besoin d'un câlin. Ils ont juste besoin d'un câlin. Ouais, et puis des gros daddy issues aussi. Hein. Ouais, des grosses des gros daddy issues. Ouais. Mais bon. Je pense que les bases sont bien posées. Quoi les fondations sont solides. Donc, quoi qu'il en soit, attendez-vous à avoir donc des sorties donc régulières de nos vidéos avec des sujets qu'on va traiter en détail. Là, c'était évidemment qu'un. Ah ouais, là on a touché, effleuré, caressé. Voilà. C'est même pas la face émergée de l'iceberg, quoi. C'est la mouette sur l'iceberg émergé. Voilà, c'est tout.
Et si vous avez aimé l'épisode, lâchez-nous un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à commenter hein, pour le référencement. Abonnez-vous et la cloche, quoi. Et retrouvez-nous aussi sur Instagram et Blue Sky. Et bien sûr, abonnez-vous sur les plateformes de podcast si vous n'aimez pas les images. Ou juste le son suave de nos voix. Exactement. Allez, kenavo les potos! Gros bisous tout le monde, ciao ciao.